Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous à cette session où on va parler essentiellement de pilotage par les tests. Alors, on va essayer déjà de décortiquer un petit peu ce qui se cache sous ce terme. Alors, c'est plusieurs choses. Hein. C'est une session ambitieuse. Bon, je l'ai donnée hier à l'Agile Tour Toulouse. J'ai duré 1 heure et 17 secondes. Donc, on aura vraiment 2-3 minutes de questions. Je suis désolé. Mais donc, je vais parler de beaucoup de choses et beaucoup de choses qui vont intéresser tout le monde. C'est-à-dire à la fois les gens qui développent, les gens qui font du test, les gens qui veulent savoir quel est l'intérêt de piloter par les tests. Bon, donc tout ça, en fait, ça va être beaucoup de choses assez théoriques, du retour d'expérience et aussi, je vais vous montrer des exemples de code. Alors, d'abord un petit mot, merci à nos sponsors. Bon, je fais aussi partie de l'organisation, mais c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas eu l'événement. Il est financé quasiment à 100% par eux. Donc merci de leur participation. Un petit mot sur moi, très rapide. Jérôme Avoustin, je suis consultant, je suis de Montpellier. Je travaille sur 3 aspects essentiellement. Donc, alors, pas comme Jean-Laurent, moi je suis sur du .NET, donc ne me jetez pas les pierres tout de suite. Je suis désolé, mais ça j'en fais. Je fais aussi de l'agilité, je coach des équipes dans leur progression sur des pratiques que vous avez vues tout à l'heure peut-être avec le software craftsmanship, mais aussi sur la mise en place de Scrum, des formations, et puis sur des sujets plus liés à la performance de manière épisodique. Je tweete un petit peu, 2-3 bêtises. Je fais partie de la société SmartView, qui est une société de conseil et de formation qui est organisatrice et puis qui sponsorise aussi l'événement, mais qui a 2 pôles de compétences. Un pôle très méthodologique, donc sur du conseil et de la formation, méthodologique autour de l'agilité, de la MOA, du CMMI, et aussi un pôle technique sur du .NET, du SharePoint. Et puis, je continue à dire 2-3 bêtises sur un blog que j'essaie de tenir à jour, qui s'appelle Genba. Donc voilà l'adresse si vous voulez jeter un œil. Autour évidemment des sujets qui m'intéressent. Alors de quoi on va parler? Donc, je vous ai parlé de pilotage par les tests. Je vous ai mis quelques mots-clés. On va parler un petit peu tout ça, de manière un peu désordonnée, mais enfin on va essayer quand même de donner une trame à ça. Et notamment, on va essayer d'éclaircir ce que veulent dire, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, ce que veut dire TDD, ATDD, BDD. Et on va essayer de faire quelques exemples là-dessus. Très rapide, très succinct. Alors, bon, il y a plein de mots, notamment alors j'assume, je parle de test d'acceptance. Acceptance, c'est pas français, on parle d'acceptation, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Si ça vous dérange, pas de souci, interprétez-le comme test d'acceptation. Mais il y a un autre mot qui m'intéresse un peu plus. Est-ce que quelqu'un est capable de l'identifier à travers ce nuage de mots? N'hésitez pas. Hein. Qualité. Qualité, bien vu. Effectivement, la qualité, c'est ce qui est à la base de cette session et puis du pourquoi du pilotage par les tests. Alors, première question que je me suis posée en démarrant cette session, c'est ça. C'est quoi la qualité? Est-ce qu'il y a une définition simple qui permet d'expliquer ce qu'est la qualité, au sens développement logiciel, évidemment? Alors, j'ai fait un petit peu le tour, évidemment, comme n'importe qui le ferait maintenant sur Google. J'ai trouvé des choses sur le web. Bon, on parle essentiellement de qualité de code. Hein, on en a marre de voir du code un peu pénible à lire. On a des choses sur Twitter, quelques noms connus, notamment Martin Fowler qui dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « N'importe qui peut écrire du code qu'une machine est capable de comprendre. Par contre, un bon programmeur écrit du code qu'un humain est capable de comprendre. » Bon, c'est une définition qu'on peut interpréter comme synonyme de la qualité, mais encore une fois, qualité de code. Celle-là, je l'aime bien aussi. Je vous laisse la découvrir. Un jour, j'étais à la place du psychopathe. Hein. J'avais pas l'adresse, heureusement pour lui. Scott Ambler, qui donne autre chose, que j'aime bien, et qui traduit assez bien l'esprit de cette session. Et puis une dernière, celle-là, bon, qui me fait un peu rigoler, c'est Chuck Norris. Voilà. Alors, il y a Wikipédia aussi, qui est un peu notre source d'information, presque numéro 2 après Google, hein, qui dit des choses déjà un petit peu plus intellectuelles. Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire le besoin exprimé ou potentiel des utilisateurs. Je vous la fais simple, la qualité,
c'est l'adéquation aux besoins. Bon, donc on a parlé de besoins, on a parlé de code, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de temps, hein, avec les 90% les 10% qui vont prendre la moitié du temps en plus. Et puis on a une autre définition aussi sur Wikipédia, niveau de finition, de perfection, d'exécution d'une action, d'un produit. Donc ça c'est très général. Là on va parler essentiellement de perfection, c'est-à-dire qu'on va aller au bout. Bon, je vous avoue que parmi toutes ces, il y en a qui m'ont fait rire, hein, parmi toutes ces définitions, il y en a une qui me plaît un petit peu plus, que j'ai découvert un peu comme vous lors d'une session il y a 2 ans dans une conférence à Agile France, c'est celle-là. Une application informatique est de qualité lorsque le coût d'ajout d'une fonctionnalité reste stable. Alors attention, reste stable évidemment. On parle d'une fonctionnalité qui, par exemple, si elle devait prendre 2 jours à être développée aujourd'hui, au démarrage du projet, ce n'est pas normal qu'elle prenne 10 jours à être développée au bout de 5 ans de l'application. D'accord ? Donc quand on parle de stabilité, évidemment, on compare ce qui est comparable avec des niveaux de compétences du mec qui va le développer équivalents, etc. Mais en tout cas, il y a cette notion de stabilité. Alors, j'ai essayé de vous l'illustrer de cette façon-là. Quand on parle de coût dans le temps, d'évolution du coût d'un projet dans le temps, on a l'habitude de dire ça. On dit, ce qu'on observe généralement, c'est que le coût augmente exponentiellement. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, c'est une tendance. Exponentiellement avec le temps. D'accord ? Et ce que veut dire cette définition, c'est que ça ne doit pas être, comment dire, c'est pas normal. On ne doit pas faire comme ça. Et donc en fait, ce qu'on cherche dans l'idéal, alors je dis bien dans l'idéal, encore une fois, c'est ça. D'accord ? C'est cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la fonctionnalité nous coûte plus cher au bout de 5, 10 ans, quelle que soit la durée de vie de l'application. Donc évidemment, il y a quand même un investissement de base nécessaire qui est, s'il fallait 2 jours, il fallait 2 jours, on est bien d'accord. Mais par contre, effectivement, si on passe beaucoup plus de temps au bout d'un certain temps sur cette fonctionnalité, ce n'est pas normal et c'est là qu'on va perdre de l'argent. On parle vraiment d'argent, hein, donc on parle de coût. Et ça rejoint bien une définition, quelque chose dont vous avez certainement tous entendu parler, qui s'appelle la dette technique. On parle de dette, en fait. Et l'image de la dette est très bien, parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début, on ne fait pas des choses qui, derrière, font qu'on va payer des intérêts et que ça va nous coûter plus cher. Bon. Donc il y a cette notion de dette qui est importante. Alors justement, les types de dettes, quels sont-ils ? Moi, j'en identifie 4, il y en a plein d'autres, mais bon, j'ai préféré m'arrêter là. D'abord, ce que j'appellerais la dette de code, c'est-à-dire tout l'effort qu'on ne fait pas, comme vous avez vu avec Jean-Laurent juste avant, à travailler le code pour qu'il soit le plus simple, le plus facilement maintenable, entre guillemets, possible. Hein, c'est toujours plus compliqué quand on a un code très compliqué avec une méthode qui fait 800 lignes, avec je ne sais pas combien de niveaux d'imbrication, à modifier. Donc des fois, on préfère même la copier-coller pour modifier juste un petit peu parce qu'on ne sait pas trop comment elle marche. Il y a aussi la dette de besoin, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose, mais finalement, on est passé à côté. Et bon, cette image-là, elle est sur tous vos murs, hein, j'imagine, mais elle traduit bien ça. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment, on n'est pas dans ce qu'on voulait faire. Donc, ça veut dire qu'il faut dépenser plus de... Enfin, il faut passer du temps à rattraper ce qui devait être fait. On a aussi la dette d'obsolescence. Alors, ça, c'est moins critique, ça. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des vieilles technologies, des vieux frameworks. Alors, ce n'est pas forcément un mal. Hein, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont besoin de fonctionner avec du mainframe, enfin, avec vraiment des anciens systèmes. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est le jour où on va vouloir changer. Ça va leur coûter très cher. Et plus attendre, et plus ça va leur coûter cher. Donc, c'est aussi une forme de dette. Et puis, celle qui va nous intéresser en premier lieu, c'est la dette de test. Et la dette de test, aujourd'hui, ce que j'appelle dette de test, c'est toute fonctionnalité qui est développée sans test automatisé. Je parle bien d'automatisé, d'accord ? Et tous les tests automatisés que vous n'allez pas faire, c'est de la dette que vous allez accumuler. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi automatiser le test ? Ah oui, juste une précision, ces slides seront sur SlideShare. Donc ne vous embêtez pas, je passe assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc ça sera sur SlideShare. Vous aurez les liens sur le site de l'AT Montpellier, je le mettrai quelque part. Alors pourquoi automatiser le test ? Simplement, pour prendre une image, quand on n'a pas de test et qu'on continue à maintenir une application, qu'il n'y a pas de test automatisé, c'est un peu l'image du funambule qui avance sur son fil. C'est-à-dire qu'il marche sur le fil, tant qu'il est sur le fil, tout va bien. Sauf que s'il marche à côté et qu'il se casse la figure, c'est là que les problèmes arrivent. D'accord ? Et c'est un peu la même chose avec les tests. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de test automatisé, vous avez peur.
il y a une peur de la régression. Alors parfois elle n'existe pas et puis il y a la régression qui arrive, mais on a peur de modifier. Donc on bricole. Bon. Donc ça, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on va rechercher, c'est plutôt ça. C'est-à-dire l'image du gars là qui est dans sa voiture et puis qui a la ceinture de sécurité. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle de test automatisé, on parle de filet de test, de harnais de test. D'accord ? C'est la chose qui va nous permettre de nous assurer que si on avance dans la voiture, qu'on a un crash, c'est pas grave, on est protégé par notre filet de test. Et puis au moins on n'est pas tombé comme le funambule. Donc c'est ça qu'on veut privilégier. Faire du test automatisé. Alors très bien, on va automatiser les tests. Maintenant, quelle stratégie de test existe? Bon. Il y a la première, on ne fait pas de test. C'est-à-dire qu'on n'automatise pas les tests on les fait manuellement. C'est une stratégie et c'est parfois voulu, enfin c'est souvent voulu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer du temps à écrire des tests. OK. Bon. Il y a une deuxième stratégie, ça s'appelle le test after. C'est-à-dire que là, on commence à dire, OK, on va automatiser le test, mais par contre, le test, je vais l'écrire après avoir développé ma fonctionnalité. Le problème de ça, c'est qu'on se rend compte l'expérience montre qu'il y a deux choses. Déjà, le test, quand on le pose après, généralement, il est moins bien écrit. Il n'est pas très bien écrit. Le design du code qu'on a testé, lui, n'évolue pas et est souvent assez pauvre. Et puis, quand on est en phase de stress, c'est-à-dire quand on doit livrer, là, c'est vendredi, il faut mettre en prod, en fait, on se dit, les tests automatiques, on les écrira plus tard. Ce n'est pas la priorité. Et donc, derrière, on n'a pas l'effet escompté. Ensuite, on a le test first. Alors là, on a changé de culture et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on va d'abord écrire le test. Avant d'écrire le code, on va d'abord écrire le test. C'est-à-dire qu'on va d'abord se poser qu'est-ce que j'ai besoin de développer? Quelle fonction mon système a besoin de remplir? Et ça, je vais la décrire dans un test, et ensuite, donc il va être rouge. Jean-Laurent en a parlé, je vais en reparler maintenant. Et ensuite, je vais écrire le code qui va me permettre de faire que ce test passe à vert. Bon. Et puis, il y a la dernière chose dont Jean-Laurent aussi a parlé, dont je vais parler beaucoup, c'est le TDD. Et le TDD, il va se démarquer du test first, et on va voir en quoi. Alors déjà, TDD, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Développement, c'est ça, Test Driven Development. Alors, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas un comité qui s'occupe de savoir quelle est la définition de Test Driven Development, mais de plus en plus, ce qu'on voit émerger, c'est pas le mot développement, mais c'est le mot design. C'est-à-dire qu'à la place de Test Driven Development, ce qu'on veut, on ne veut pas du développement piloté par les tests, on veut vraiment designer le code par les tests. Et c'est en ça que ça va se différencier du test first. C'est-à-dire que le test first, c'est la faculté d'écrire un test avant d'écrire le code. Mais là, en plus, dans le TDD, on va avoir on va être très orienté sur le design. Donc, philosophiquement, le TDD, c'est quoi? Déjà, c'est la validation du code. C'est-à-dire qu'on a au moins le test qui nous protège de la régression. Donc, on veut valider que notre code marche toujours. Il y a aussi, comme dans le test first, une idée qu'on est centré sur le besoin. C'est-à-dire comment ma méthode, comment mon système va être appelé. Quand on lui passe certains paramètres, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce que je m'attends à ce qu'il réagisse? Donc, centré sur le besoin. Et puis, on va parler beaucoup aussi et c'est là la différence, de design émergent. C'est-à-dire que quand on fait du TDD, on n'est plus dans l'esprit je fais tout mon design sur un papier, puis après, je vais le coder. Non, on est dans l'esprit, je commence par un test, j'écris un minimum de code, et ensuite, je vais continuer, au fur et à mesure que j'ajoute des tests, je vais améliorer par le refactoring. Une dernière chose, on va améliorer, en faisant beaucoup de refactoring, du refactoring vraiment intensif, le design du code, pour le simplifier avec toutes les valeurs que vous a présentées tout à l'heure Jean-Laurent. Donc ça, c'est du point de vue philosophique, mais concrètement, c'est quoi le TDD? On a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, c'est le Red Green Refactor. D'accord? C'est le moyen mémotechnique de le retenir, Red Green Refactor. Et ça, vous allez m'entendre le dire assez régulièrement. Alors, de manière un petit peu plus encore concrète, une façon un peu plus détaillée de décrire ça, c'est quoi? La première chose, c'est je vais écrire un test rouge. D'accord? Partie du process. Je commence par écrire un test, et ce test, vu que la fonctionnalité n'est pas implémentée, du coup, il est rouge. D'accord? OK. Et d'ailleurs, une petite remarque, si au moment où je l'écris, il est vert, c'est qu'il y a peut-être un problème. Soit mon test est peut-être mal posé, soit il est peut-être mal écrit, soit je suis passé à côté et la fonctionnalité est déjà développée.
soit je suis allé trop loin et j'ai déjà implémenté des choses alors que je devais faire du TDD, mais ça c'est autre chose. Ça s'apprend. Ensuite, une fois qu'il est rouge, mon objectif c'est que le plus rapidement possible, je le fasse passer à vert. Et le plus rapidement possible, quoi qu'il en coûte. On va faire une démo tout à l'heure, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est pas grave. Et puis la dernière étape, qui est certainement, enfin à mon sens, l'étape la plus importante, c'est le refactor. C'est-à-dire, c'est vraiment au début, là, on a fait les choses très rapidement, et là, c'est là où on va passer du temps à améliorer le design. Donc, quand on parle de refactoring, on parle d'éliminer la duplication, réaliser des montées en abstraction. Ça, je vous invite à lire le Clean Code, le bouquin de Clean Code. Moi, j'ai lu, il est magnifique. Franchement, ça m'a rendu meilleur, et je vous le conseille. Alors, on va rentrer dans le dur. Je prends le risque de vous faire un exemple. Alors évidemment, je viens du monde .NET, donc c'est Visual Studio, c'est du C#. C#, ça ressemble à Java. J'espère que vous ne serez pas trop déroutés. À quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un bout de code sur une fonctionnalité toute simple qui est le dépôt d'argent sur un compte en banque. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Comment ça commence? On a dit, hein, Red Green Refactor. Donc d'abord, je vais écrire un test rouge évidemment. Donc là, j'utilise une librairie qui s'appelle NUnit. Il y a les versions JUnit, PUnit, PHPUnit. Toutes les versions existent. Et donc le principe, c'est quoi? C'est des classes avec des méthodes. Les méthodes sont les méthodes de test. Bon. Donc allons-y. On est parti pour un test. J'utilise ce qu'on appelle des annotations ou des attributs. Hein. Et puis, par exemple, le premier test, hein, je suis en train de vouloir déposer de l'argent sur un compte. Le premier test, moi qui me vient à l'esprit, c'est à partir du moment où j'ai 0$ sur mon solde, quand je vais poser $1, je me retrouve avec $1 sur mon solde. Ça vous paraît évident? Bon. Moi, ça me paraît évident. Donc on y va. Should, deposit. Alors oui, j'écris en anglais, je fais du français, de l'anglais. Je suis désolé, moi je ne suis pas très rigoureux avec ça. Donc ne m'en voulez pas. Alors comment ça se passe? Moi, ce que je veux, c'est qu'au moment où je dépose $1, donc on va dire par exemple que quand j'ai un compte et que je dépose $1, d'accord? Tiens, je vais mettre en double, ce sera plus simple. Eh bien, je m'assure, certes, on peut essayer de dire je m'assure, que sur la balance du compte, enfin, sur le solde du compte, j'ai bien mon $. Hop. OK? Et puis tout ça, c'est à condition évidemment que j'ai un compte en banque qui existe. D'accord. Voilà, avec un numéro de compte et puis une balance initiale, par exemple. C'est un choix que je fais très arbitraire. Hein. Donc vous voyez, ça y est, j'ai créé un test rouge. Alors là, en plus, j'ai l'avantage d'avoir un petit outil qui me dit ça compile pas. Ça compile pas, ça veut dire que c'est rouge. D'accord? Quand on dit étape rouge, le ça compile pas, c'est rouge. D'accord? Donc évidemment, parce que le code n'existe pas encore. J'ai commencé par le test. Donc déjà, la première chose que je vais faire, je vais au moins rendre ça compilable. Bon, j'ai gagné un petit peu de temps pour éviter d'être trop long. Bon, vous m'excuserez pour éviter de perdre du temps à écrire du code qui est inutile. Bon voilà, j'ai simplement une ligne, une classe bank account avec un ou deux constructeurs, ce qu'on appelle une propriété. Bon, c'est du .NET. Enfin, c'est un getter-setter si vous voulez. Et puis ma méthode deposit, pour l'instant, j'ai rien dans cette méthode. Donc on y va, on compile. Lui, en plus, il me dit, normalement, c'est presque rouge, parce qu'il manquait un petit import ou un petit using. Voilà, et puis, hop, c'est parti, j'exécute mon test. Donc, que va-t-il se passer? J'aurais pu faire un clean de ma session, c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est? Alors, hop. Voilà, elle est là, évidemment, elle est rouge. Alors, c'est le rouge qui est en bas, là, que j'ai surligné. Je ne sais pas si c'est très lisible. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je m'attendais à $1, et puis en fait, c'était à 0. Bon, c'est évident parce que je n'ai pas développé ma fonctionnalité. Donc on y va. Maintenant, comme dit TDD, il me dit écrire le minimum de code pour passer le test à vert. Alors attention, ça va faire mal aux yeux. Hop là. Comme il y en a qui ont compris ce que je voulais faire. Voilà, à votre avis, est-ce que ça passe le test à vert? Je vais vérifier quand même, mais c'est important.
Hop, ça y est, mon test est à vert. Ça y est, là, je suis tranquille. Je suis content, j'ai un test à vert. Non, sans rigoler, c'est vrai que là, je suis confiant. Je sais que mon test, il me protège de toutes les bêtises que je vais pouvoir écrire maintenant. Et donc là, ma dernière étape, elle me dit refactor. Ben, on y va en refactor. Une des règles dans le refactoring, c'est élimination de la duplication. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai la duplication? C'est pas évident, je vous le montre. La duplication, elle est, en fait, elle est là. Et ça, c'est dupliqué ici. C'est de la duplication de code. Ah, pardon, petit problème son. Voilà. Donc ça, c'est de la duplication de code. Donc ce qu'on me dit, c'est éliminer la duplication de code. Donc comment je vais faire? Eh ben, typiquement, je vais passer un montant. Si je passe un montant entre... Alors oui, d'ailleurs, je vous ai dit entre là et là. Normalement, ça devrait pouvoir marcher. OK. Alors, je ne vous le fais pas en mode hard TDD. Hein, je vous le montre en mode pédagogique. Donc, je vais exécuter mon test. Est-ce que c'est toujours vert? Vous voyez, j'y vais vraiment par petites étapes. Mon Visual Studio s'est pas réveillé ce matin. Il a beaucoup travaillé hier. Donc voilà, c'est toujours vert. OK, est-ce que j'ai encore de la duplication? Éventuellement là. Ça, je pourrais, pourquoi pas, l'extraire en variable. Voilà, amount expected. Hop, voilà. Bon, est-ce que maintenant mon code est toujours vert? Ouais, non, pardon. Oui, il est toujours vert. Bon, bah, tout va bien. Est-ce que j'ai d'autres actions à faire? Là, je pense que pour l'instant, c'est bon. Là, de mon point de vue, je n'ai pas d'autres trucs à faire. Mais ça, c'est encore un feeling à avoir. Bah maintenant, par quoi je continue? Bah, je vais continuer par un autre test. Alors, je vais faire un truc un peu sale, mais c'est pour aller plus vite. Ouais, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Ce que je voudrais, c'est que quand je dépose 1 $ et puis que je dépose 3 $, bah, à la fin, j'ai 4 $. Donc, quand je fais 2 fois la même opération, je me retrouve bien avec, le montant, enfin la somme des deux, quoi. Voilà, donc should deposit 1 $ and 4 $. OK. Bon, bah, j'ai toujours mon compte en banque avec une balance à 0. Hein, ça, je vais, hop. J'aurais pu utiliser le raccourci, mais c'est pas grave. Donc, ce que je dis, c'est quand je vais déposer 1 $ et que je dépose 3, non, j'ai dit combien? 4 $. Bon, les 4 $, c'est pareil. Eh bien, je me retrouve avec 5 $. Bon. Alors, est-ce que ce test passe, à votre avis? Il passe pas. Hop, il est en dessous. Putain, dis donc, il est un peu lent aujourd'hui. Ce ne sera pas 1h17, ça sera 1h43. Ok, il passe pas. Donc maintenant, mon objectif, c'est de le faire passer à vert. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Évidemment, tout le monde l'a vu, c'est ça. Ok, là maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je réexécute ça? Je suis désolé, j'aurais dû effacer cette session là, parce qu'on voit plein de trucs barrés, c'est peut-être un peu illisible. Non, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc quand j'ajoute 1 et 4 et que je fais 5, ah, j'ai peut-être oublié ça. Voilà, peut-être qu'il a pris une mauvaise... Pas tout est bien compilé. Bon, ça va marcher. Ok, donc là, vous voyez, c'est vert. Est-ce que j'ai d'autres actions à faire? A priori, là, en termes de refactoring, c'est bon. Je pourrais aller plus loin. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais me dire, est-ce que maintenant, le prochain test, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute moins 1 $? Bah, là, je vais m'attendre à une erreur. Et bah, donc là, je coderai un test qui me dirait, bah, quand j'ajoute moins 1 $, je m'attends à une erreur, et puis bah, je ferai la même chose. Et puis ça, de manière très itérative, avec des petites itérations, vous avez vu. Alors, vous pouvez vous dire, mais ça prend à peu près 10 secondes à écrire. Effectivement, sauf que moi, maintenant, ça c'est couvert par mon test. C'est-à-dire, si dans 5 ans, vous revenez sur ce code et vous modifiez, il y a mon test qui va passer à rouge parce que vous avez fait une bêtise. Ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, bon, là, le design est assez simple, mais vous imaginez qu'avec des méthodes un petit peu plus complexes, j'aurais fait de l'extraction de code, j'aurais pu faire des choses un petit peu plus clean. Là, j'en ai juste pas besoin. OK. Alors, voilà un petit exemple de TDD assez simple. On va continuer.
avec la TDD. Alors la TDD, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Bon, c'est pas grave. Acceptance Test Driven Development. Donc on repart du module TDD, d'accord? Et c'est avec le terme acceptance avant. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Déjà, il y a la volonté, on a un processus, d'accord, Red Green Refactor, et qui nous apporte beaucoup de feedback sur la qualité de notre code, mais la qualité technique et tout ça. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est se dire, vu que dans le test, on exprime un besoin, on va intégrer le client le plus proche de ce processus, plutôt intégrer le client dans le processus pour qu'il nous permette d'avoir les informations pour valider notre code. Donc, une autre préoccupation aussi, c'est que dans les specs qu'on fait traditionnellement, elles sont relativement descriptives et sujettes à interprétation. Donc on veut limiter, réduire cette, entre guillemets, interprétabilité. Donc pour ça, en fait, limiter l'interprétabilité, il y a quelque chose qui est ressorti qui s'appelle la spécification par l'exemple. C'est-à-dire qu'on se dit, plutôt que d'exprimer de manière descriptive le test et de manière algorithmique, la spécification, on va la faire de manière en exprimant un exemple. Donc comme je l'ai fait, par exemple, un exemple, c'est que quand j'ai 0$ et que j'ajoute $1, ben, je me retrouve avec $1. Ça, c'est une spec par l'exemple. Et l'avantage de faire une spec par l'exemple, c'est qu'un exemple, ça peut être traduit en test, et un test, c'est exécutable. Donc on s'est dit, tiens, on est capable d'écrire des specs, ce qu'on appelle des specs exécutables. Ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Et donc tout ça, effectivement, comme je vous le disais, c'est améliorer le feedback. C'est-à-dire que quand, en plus, les informations qui nous permettent de valider le code viennent du client, alors là, c'est terrible, parce qu'on sait qu'on a répondu à son besoin. Il nous a donné un exemple concret de ce qu'il voulait. Alors, comment on améliore le feedback? Si je repositionne ça un peu dans le processus de définition de besoin dans l'Agile, on parle d'une vision, d'accord, vision de l'application, de ce qu'on doit faire. Cette vision, on l'a traduit en user story. Bon, jusque-là, plus ou moins grosse d'ailleurs. Et ces user stories, en fait, on va définir ce qu'on appelle des critères d'acceptance ou d'acceptation, comme vous voulez. Et ces critères d'acceptance, c'est là où on va faire appel à la spécification exécutable. Et l'avantage de ces critères d'acceptance, quand ils sont exécutables, c'est qu'ils vont nous permettre d'avoir un feedback permanent avec notre code. Alors, comment ça se passe? Je vais vous le montrer. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Ça s'appelle fitness, avec un E fitness. Hein. Pour ceux qui notent, hein, un E. Fitness, c'est quoi? Fitness, c'est très vieux, je crois que ça a plus de 10 ans, je crois. C'est deux choses. Fitness, c'est un wiki, d'accord? Donc là, voici le wiki. Et c'est une API, pour faire simple, qui s'appelle Fit. Bon, maintenant, il y a d'autres choses, mais on va faire simple. Un wiki et une API, d'accord? Et donc, on a l'ambition avec ce wiki de réaliser une spec et de la rendre exécutable. Donc, je vous montre un exemple que j'ai fait tout à l'heure. Bah, c'est l'exemple de tout à l'heure. Vous voyez, j'ai décrit dans un espèce de tableau quelque chose qui dit dans un bank account, là, un compte bancaire, quand j'ai un solde initial à 0 et que je dépose $1, eh ben, je veux une balance, je veux un solde à 1. Vous voyez, ça, c'est relativement métier. Alors, vous pouvez me dire, bon, voilà. Et puis là, j'ai mon deuxième test. Quand je dépose 3 et 5 $, bah, je veux 8 $. Bon. Je vous montre un peu comment c'est fait. C'est du wiki. D'accord. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, on parle de test exécutable. Donc, il y a un lien avec le code. Donc, il faut du code de plomberie. Tout le code de plomberie se trouve là-dedans, avec un petit peu là aussi. Mais ça, c'est le développeur qui va venir le faire. Ouais. Je peux zoomer. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est relativement simple. Et ça, vous imaginez ça écrit par quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des specs. Bon. Alors comment, voilà, je reviens. Comment on rend ça exécutable? Bah, ici, en fait, j'ai un bouton test. Alors, sauf que je n'ai pas tout fait. Je vous ai dit, Fit, c'est quoi? C'est un wiki et c'est une API. L'API, la voici, ça s'appelle Fit. Enfin, il y en a d'autres. Grosso modo, j'écris quoi? J'ai écrit une classe qui hérite d'une certaine classe, bon, rien de bien extraordinaire. Et puis ici, je vais écrire du code. Et en fait, il y a des notions de convention entre, je reviens, ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire, vous voyez, la balance, deposit, et ce que j'ai mis ici, balance, deposit. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on appelle ici une fixture, c'est ce qui va me permettre de faire le lien entre ma spec et mon code. Donc là, typiquement, vous voyez, je vais appeler le code que j'ai développé tout à l'heure. Alors normalement, si tout se passe bien, voilà, si je clique ici sur test, vous voyez, il lance des tests, il exécute réellement les tests.
Donc vous voyez, là, bon, là j'ai pas fait TDD pour aller plus simple, hein, mais normalement il serait rouge, ensuite j'aurais écrit le code et ensuite il serait passé à vert, j'aurais fait mon refactoring. Mais c'est un peu la même idée. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut faire un petit exemple ici. On peut mettre 11, s'assurer que ça fait bien 14. Voilà, hop, on fait test rapidement et tout va bien. Vous voyez? Donc on spécifie vraiment par l'exemple, en donnant des exemples je vais dire successifs. Bon. Et on peut aller plus loin en fait avec Fitness, on peut décrire des choses assez complexes. Là, c'est des exemples qui sont dans le User Guide de Fitness. Vous voyez là, tout ça c'est exécutable. Et il y a des choses qui sont, alors c'est vrai que les tableaux c'est peut-être pas lisible et puis la définition n'est pas terrible, mais on a du texte, on a vraiment des choses qui sont très parlantes. D'accord? Bon, c'est de l'anglais, mais c'est très parlant. D'accord? Voilà, bon, ça c'est des exemples, je vous laisserai regarder Fitness avec un E. Ok, on passe à la suite. On va parler TDD. À TDD, maintenant je vais vous parler d'un truc qui est le BDD. Et en fait, quelque part, c'est aussi historiquement comme ça que ça s'est fait. Le BDD, c'est quoi? Le B? Behavior, effectivement. Behavior, c'est comportement, donc en anglais. Le Behavior Driven Development. Donc le B a remplacé le T. Et c'est justement, j'allais dire, un peu à la base du BDD, c'est-à-dire que Dan North, hein, qui a écrit ça dans un article, il explique comment il a inventé ce concept de BDD, c'est qu'il n'arrivait pas à expliquer ce que c'était qu'un test aux développeurs. C'est un peu compliqué. Disons qu'il n'arrivait pas à expliquer ce que devait faire un test, plus exactement. Et donc plutôt que de leur dire « vous devez écrire un test », il a dit « vous devez décrire un comportement du système ». C'est-à-dire que ce qui est écrit dans votre test, c'est finalement une façon de se comporter de votre système, tout simplement. Et comme ça, il a réussi à les avoir et en fait, petit à petit, à travailler. Alors, il y a un autre concept aussi qui vient dans le BDD, c'est qu'un test, on peut l'utiliser en documentation. Et donc là, c'est vrai qu'à l'époque du BDD, il y avait déjà des premiers frameworks qui étaient très verbeux, c'est-à-dire qui étaient capables de donner des informations que n'importe qui, qu'un client pouvait interpréter en fonction, alors que c'était du test unitaire. Donc c'est utiliser le test sous documentation. Et la première chose qu'on peut faire, déjà, ça commence par décrire le nom de la méthode. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils BDD du marché. On peut faire du BDD en faisant juste ce que je vous ai montré. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment du BDD, d'accord, on est bien d'accord. Mais c'est déjà, dans l'esprit BDD, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le nom de ma méthode, j'ai quand même des mots que je pourrais, par réflexion, décomposer en une phrase, qui se comprend très bien, et qui est très métier finalement, qui n'est pas très technique. OK ? Et qui décrit un comportement de mon système. Donc, par exemple, devrait faire quelque chose ou ne devrait pas faire quelque chose. Bon. Alors, le BDD, c'est quoi également? L'idée, c'est de se dire, la TDD, c'est bien, mais il nous faut encore plus de proximité avec le client. Ou plutôt, enfin, je vais en parler après. C'est aussi l'idée qu'un comportement, ça peut nous servir de critère d'acceptance. C'est un comportement, une description d'un comportement, c'est un exemple, donc c'est un critère d'acceptance, d'acceptation d'une user story. On peut l'utiliser en tant que tel. Ce qu'on veut, donc plus de proximité avec le client, mais globalement être plus universel, avoir quelque chose que tout le monde est capable d'interpréter. Donc il y a un langage universel qui est en fait un DSL. DSL, c'est vraiment un langage humain mais exécutable, Domain Specific Language, qui s'appelle le Gherkin, hein, qui veut dire cornichon en anglais. Parce que ça vient avec l'outil qui s'appelle Cucumber. Donc on a appelé le Gherkin, que vous connaissez pour certains peut-être, tous pour certains sous la forme given when then. Donc le fameux given when then, hein, given étant donné un contexte, un certain contexte, when je réalise une action, donc ce que je veux tester, then je m'attends à un résultat. Donc ça, c'est au cœur du BDD. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Alors, un petit exemple de BDD. Alors ici, je suis dans le monde .NET. Il y a Cucumber, qui est un outil relativement généraliste, qui vient du monde Ruby, mais qui marche pour Java et .NET. Dans le monde .NET, on a un outil très spécifique qui marche très très bien, qui est beaucoup mieux intégré, qui s'appelle SpecFlow, mais c'est exactement la même philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est de dire, on a un fichier texte, et ce fichier texte, on va l'utiliser avec le DSL, le fameux Gherkin. Et là, vous avez l'exemple d'un DSL. C'est-à-dire que ça, c'est un point feature, hein, vous voyez là-haut. Mais c'est du fichier texte. Hein. Et derrière, il y a une espèce de parseur qui va me détecter que j'ai bien écrit mon langage. Donc avec mon given, mon when et mon then. D'accord? En plus, vous voyez un end qui se balade un petit peu partout, qui lui est capable de s'adapter à tout. Donc en l'occurrence, ce end équivaut à un given. OK, donc là, j'ai ma user story. Hein, afin d'augmenter le solde de mon compte en tant que client, je veux déposer de l'argent dessus. Bon, et puis j'ai un premier...
un premier scénario, un premier critère d'acceptance qui est déposer $1 dessus. Donc là, je l'ai écrit, hein, c'est du français, ça se lit très bien. N'importe qui pourrait l'écrire, alors sauf le given 1z, mais il y a des versions françaises qui existent maintenant. Et quand j'ai un compte, hein, je dépose $1, donc j'ai $5. Quand je dépose $1, je m'attends à avoir $6. Rien de bien méchant. Ça va être exécutable. Pour être exécutable, il faut, de la même façon que tout à l'heure avec Fitness, il faut un lien avec le code. Ce lien, alors d'ailleurs, si j'exécute ce test-là, hop, où est-ce qu'il est? Il est un petit peu plus haut. Non, il est là. Voilà, il est là. Voilà, donc il s'exécute. Ah, non, j'ai pas fait de bêtises. Ça va. Là, vous voyez, j'ai déjà quelque chose de très verbeux. Given, j'ai un compte. Donc là, vous voyez toutes les étapes de mon test qui sont décrites. Et tout ce que me dit mon outil, c'est qu'il... Pardon? On voit pas. Ça, je peux pas zoomer, je suis désolé. Je peux pas zoomer. Je peux zoomer le code, mais pas ça. Mais grosso modo, là, j'ai toutes les définitions. Là, ce qu'il me dit, c'est grosso modo, c'est bien, tu m'as écrit ton test, mais par contre, j'ai pas de lien avec le code. Là, c'est ce qu'il appelle des step definition ici. Et là, en plus, il me donne un exemple. Il me dit, pour avoir une vraie step definition, il faut que tu décrives une méthode comme ça. Bon, ok. Alors, j'ai gagné un peu de temps. Je l'ai écrite là. Hein, qu'est-ce que c'est? Voilà, rien de bien méchant, simplement, hop, tiens, là il y a une erreur. Ce que c'est, hein, c'est tout simplement, je vais appeler ma classe de tout à l'heure, mon bank account. Et puis je vais faire le dépôt du montant. Et en plus, vous voyez, j'ai fait un peu de variabilisation, c'est-à-dire que mon $1, en fait, je pourrais mettre n'importe quoi, ça va être interprété, parce que c'est des expressions régulières. Et puis derrière, j'ai mon assert. D'accord? Donc évidemment, si j'exécute ça, là, il va me dire, il va être un peu plus content parce qu'il va retrouver ces petits. Donc vous voyez, là, il a exécuté mon code. Bon, donc là, il me dit, ça y est, ton code est vert. Alors, vous avez vu tout à l'heure, il était orange. En fait, le orange, c'est une étape un peu intermédiaire. On considère que c'est rouge. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est qu'il manque encore des informations pour le passer à rouge. Mais on considère que c'est un rouge. Alors, je pourrais aller un peu plus loin. Par exemple, je pourrais écrire un deuxième test. Mon deuxième test de tout à l'heure, là, qui est déposer $1 et 5 et 4 $. Donc, j'ai toujours un compte. Le solde de mon compte est à 5 $. Hop, je vais déposer, donc j'ai dit 4 $, hein, je vais accorder parce que c'est toujours intéressant. Then le solde de mon compte est de 10 $. OK. Quand j'ai... oula, pardon, merci, bien vu. Mais je pense qu'il me l'aurait pris quand même. Bon, c'est pas terrible, effectivement, mais il me l'aurait pris quand même. Donc quand j'exécute le code, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va me manquer une step definition, normalement. Alors, je suis désolé pour la lenteur, c'était pas aussi lent hier. Ça carburait même, mais ça, c'est à force de... Donc, il me dit, tiens, voilà, là, dans ton test, ici, il manque une étape. Vous voyez, parce que j'ai mis un S. Et là, en fait, l'avantage d'avoir des expressions régulières, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus, ici, si je fais ça, eh ben, je vais pouvoir repasser ce test-là. Parce que j'ai variabilisé quelque part mon texte. Donc, ce qui me permet de réutiliser beaucoup de choses qui sont déjà écrites là-dedans. Vous voyez qu'il y a une concordance entre ce qui est écrit et puis le code qui le passe. Voilà. Ok, voilà un petit exemple de BDD. On va poursuivre. Alors, juste une petite grille, ça je vais y passer vite parce que vous l'aurez sur SlideShare. On n'a pas parlé de TDD à TDD, BDD, mais on ne se dit pas quand on utilise ces pratiques. Donc il y a plusieurs types de tests, tests unitaires, tests d'intégration, interface, ergonomie, performance. Bon, moi aujourd'hui, ça c'est ma pratique, c'est-à-dire que les tests d'ergonomie, typiquement, je les automatise pas. Enfin, bon, quand je parle ergonomie, je les différencie des tests d'interface, hein, attention. Mais le reste, en fait, on peut adopter très bien ces pratiques pour ça. Fitness, on peut faire des tests d'interface dessus. On met derrière un Selenium ou quelque chose, un Watin en .NET, et puis qui va exécuter un browser et appeler le code.
Voilà. Et puis pourquoi pas les tests de performance les intégrer dans le processus. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais c'est ouvert. Alors en résumé, j'avais trouvé une très bonne façon d'expliquer TDD à TDD, BDD. C'est celle-là. En fait, le TDD, c'est très centré développeur, quand même, à la base. Mais ça reste quand même un process qu'on réutilise dans les autres approches. La TDD, là, on est très proche du client. C'est-à-dire que là, c'est le client qui va nous décrire la façon dont il veut que son système fonctionne, à travers l'exemple. Et puis le BDD, c'est quelque chose de très transversal. Hein. Ça se différencie de la TDD parce qu'il y a déjà un langage en plus. Mais en plus, vous voyez, là, ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est un test unitaire. Alors, on pourrait dire que c'est un peu pénible d'écrire d'abord un test unitaire sous forme textuelle, mais n'empêche que ça me sert de documentation. D'accord? Le given when then que j'ai écrit tout à l'heure, c'est une documentation de mon code. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu transverse. Alors, venons-en au retour d'expérience. Certains se reconnaîtront dans la salle. Le retour d'expérience, donc ça se passe dans le domaine de l'assurance. On développe un extranet. Alors, paradoxalement, c'est de l'assurance, mais l'extranet, lui, avait très peu de fonctions métiers. C'était beaucoup d'interfaces. Pour les techniciens, c'est une application web un peu traditionnelle avec Pattern MVC pour ceux qui connaissent. Hein, c'est très transverse à toutes les technos. Pattern Repository également, et puis Hibernate, mais version .NET. Bon, pour l'accès aux données. D'autres éléments, on avait une équipe assez hétérogène. Alors, ils ne m'en voudront pas s'ils sont là, mais c'est vrai qu'ils ont une expérience, une histoire vraiment assez différente. Même, ils n'ont pas le même âge. Et donc, avec les précautions qu'il faut prendre quand on les aide à aller vers le TDD. Et puis, des compétences. Certains étaient plus compétents sur d'autres aspects, sur les aspects plutôt interface, d'autres sur les aspects plutôt code. Bon. Donc, assez hétérogène. Et puis, il n'y avait pas forcément d'habitude de tests automatisés. Bon, peut-être qu'ils avaient touché ça du doigt, mais très rapidement. Et pourtant, on est allé directement dans le pilotage par les tests et dans le TDD. Enfin, en tout cas, on a essayé. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait l'adhésion du management sur l'adoption des pratiques agiles. Alors moi, on m'a appelé, c'est le management qui m'a dit on voudrait aller vers l'agilité, on a besoin de quelqu'un pour aider, pour faire en sorte que notre équipe monte en compétences. Donc c'est pour ça qu'on m'a appelé. Donc ça, c'est quand même rassurant quand on est dans ce rôle-là. Alors l'approche qu'on a eue pour le test, c'est une approche très top-down. Hein. Donc comme je vous ai dit, je vous ai parlé un petit peu de code, de pattern MVC. Finalement, notre approche top-down, elle partait des tests d'interface. C'est-à-dire qu'on développe d'abord le test d'interface avec l'outil given when then. D'accord? Mais là, on mettait given, je suis sur mon test, enfin given, je suis sur une page d'accueil, when je clique à tel endroit, then j'accède à telle page. Et puis, petit à petit, on descendait vers les tests unitaires de contrôleur, au sens MVC, et puis les tests unitaires de repository. Donc, comment ça se passait? Tout ça en essayant de faire du BDD ou enfin, pseudo-BDD, c'est-à-dire du BDD avec l'esprit DDD, mais sans les frameworks qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, comment ça se passait? Évidemment, on commençait par le RAID du côté interface. On développait quelque chose et pour l'instant, la fonctionnalité n'était pas implémentée. Donc, on faisait du RAID. Ensuite, évidemment, il fallait passer, on descendait d'un cran et là, on avait besoin de développer certaines choses au niveau des contrôleurs. Donc, on développait unitairement des tests pour les contrôleurs qu'on passait à rouge, qu'on passait ensuite à vert, qu'on refactorait pas tout de suite. Et ensuite, on descendait à la couche en dessous. C'est-à-dire que maintenant qu'on avait l'aspect contrôleur, hein, qui est assez l'aspect haut niveau en termes de code, ben, on allait l'aspect accès données. Hein. Et donc, l'accès aux données, on savait qu'une fois qu'on avait notre contrôleur, on avait des besoins en accès aux données. Donc, on allait directement dans le code de cet aspect-là. Donc, on les passait évidemment à rouge, on les passait à vert, et puis on commençait à reboucler. C'est-à-dire que là, on commençait à refactorer. Et puis, ben, on écrivait autant de tests que possible pour les repositories que besoin. Et puis là, on remontait d'un cran. Et on faisait, là, pour le coup, on intégrait les repositories dans le contrôleur et puis on refactorait notre code. Et on écrivait de la même façon autant de code, enfin autant de tests unitaires que besoin pour les contrôleurs. Et puis à la fin, on rebouclait une dernière fois avec les tests d'interface pour les faire passer à vert. Et ça, c'était notre étape finale, enfin quasiment, ce n'est pas notre définition de fini, mais c'est l'étape quasiment finale, c'est on avait passé notre test à vert. Alors, parfois, on faisait un peu de refactoring, là je ne l'ai pas représenté, mais vu qu'on en faisait beaucoup avant, ce n'est pas toujours nécessaire.
Donc cette approche top-down, et puis ben, on mettait en œuvre évidemment avec, là c'est pour juste l'information, comme je vous l'ai dit, des outils, SpecFlow, Watin qui permet de manipuler un browser, et puis un unit qui est un runner de test. Voilà. Allez, un petit bilan. Alors, ce retour d'expérience, qu'est-ce qu'on a observé? Plusieurs choses. Ça n'a pas été simple tous les jours. Et ça, Jean-Laurent vous l'a dit, ça fait 4 ans qu'il fait du TDD et il a mis du temps, et c'est normal. On met du temps, il y a un changement de culture et ce n'est pas instantané. Mais c'est important de persévérer. Mais on s'en est sorti. Il y a eu plein de questions qui se sont posées. Est-ce qu'on doit faire ça? Bon. Et il y en a encore plein qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On n'est pas venu en 3 mois, parce que ça a duré grosso modo 3-4 mois, on n'est pas devenu des gourous du TDD. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas encore faire, mais ce n'est pas grave. On a avancé. Moi, je l'affiche en vert. On avait 83% de, code, de couverture de code. Alors, on peut se poser la question pourquoi on n'était pas à 100%. J'en parlerai après. Alors, l'observation qu'on faisait, c'est que par rapport à nos habitudes, sans même avoir des pratiques de refactoring très avancées, et c'est vrai qu'on avait tendance à plutôt retarder les pratiques de refactoring, eh ben, on avait quand même déjà du code assez propre. Et on avait déjà identifié les actions de refactoring. Donc, on avait accumulé de la dette, mais on l'a contrôlé un petit peu sur des post-it. Mais en tout cas, déjà, la base était intéressante. On pouvait travailler dessus. Et j'allais dire un peu le point noir, c'est qu'on avait un surcoût. C'est-à-dire que les développeurs passaient bien plus de temps à développer comme ça, enfin bien plus, on va voir comment, à développer comme ça que comme ils le faisaient traditionnellement. Alors justement, les tests, c'est bien, mais ça coûte combien? En fait, la question, je leur ai posée. Je leur ai dit, comment vous développez, la façon dont vous développez avant et maintenant, est-ce qu'il y a un surcoût ou est-ce que vous développez plus rapidement? Donc en moyenne, on était autour de 20% en plus. C'est-à-dire que ça leur coûtait 20% par rapport à ce qu'ils faisaient traditionnellement. Finalement, ce n'est pas si énorme que ça. Il y en a même un qui m'a dit, mais moi je passe moins de temps. Moi je passe moins de temps à développer. Encore une fois, ils ne se sont pas chronométrés. Hein. C'est quelque chose de très qualitatif. D'accord? Mais c'est une tendance. Moi, je l'ai pris, c'est le retour d'expérience de cette équipe-là. Ce n'est pas un retour d'expérience général sur 8000 projets. Hein. Alors, je suis allé un peu plus dans le détail. Je leur ai demandé, d'accord, mais comment vous développez à chaque fois? Ils m'ont dit de manière classique, nous, notre temps est découpé comme ça. D'accord? 40% de temps de debug, c'est le temps le plus important qui passait. Et ils faisaient quand même des tests manuellement, mais ils passaient quand même pas mal de temps à débugger. Certains disent que le temps de debug, c'est plutôt 80%. En tout cas, dans l'équipe, eux, j'ai repris leurs chiffres, c'est 40%. Est-ce qu'ils faisaient du test avant? Non. Non, pas de test automatisé. Enfin, ou très peu, mais vraiment à la marge. Et puis, quand ils ont fait du TDD, ils se sont retrouvés à des proportions comme ça. Donc, en réduisant la part de debug, évidemment, en augmentant la part de dev et de test. Alors, comment est-ce qu'on a expliqué ça? Et où est-ce qu'est l'intérêt, finalement, de faire tout ça? Si on passe plus de temps, c'est déjà plusieurs choses. Déjà, on a passé le temps de debug, on a passé sur le temps de test. C'est-à-dire que les tests nous permettaient de nous couvrir. Et donc, quand on passait un test à rouge, on n'avait pas besoin de débugger puisqu'on savait qu'à peu près, a priori, le problème venait de par là. Bon. Le temps de test, c'est le temps à coder les tests. Oui. Il y a dans le temps de test aussi, ce qu'il fallait qu'on prenne en compte, c'est que, OK, on écrit des tests, mais une part de spec qu'on écrivait. Je veux dire, quand on fait le given when then, c'est la spec qu'on écrit. Donc, c'est du temps en moins qu'on passe sur la spec. Et c'est du temps en moins qu'on passe à réaliser des tests manuels, évidemment. Et attention, la recette existe toujours. Hein. On faisait toujours la recette manuelle. Mais c'est la non-régression qui était contrôlée par nos tests automatisés. Le temps de dev, il y avait du temps de refactoring, puisqu'on en faisait quand même un petit peu. Très important, ils m'ont confirmé ça ce matin, on a réduit drastiquement le nombre de bugs. Et ils me l'ont confirmé, je crois qu'il y a en 4 mois 5 ou 6 bugs. Et l'application part en prod. Corrigé évidemment très rapidement. Il n'y avait plus de code inutile. Alors un petit peu quand même, parce que tout à l'heure je disais 83%, parce qu'on a repris certaines portions de code d'anciennes applications qui étaient elles, pas couvertes par les tests. Donc, mais quand même, le nouveau code qui a été écrit, la valeur qui était ajoutée, il n'y avait plus de code inutile. Et alors, certainement, la chose qui m'intéresse le plus dans cet aspect-là, c'est qu'on a gagné en prédictibilité. On a réduit le temps de debug. Je ne sais pas ici combien de personnes ont eu un jour un bug à développer et qui ne savaient pas si ça allait leur prendre 1 heure ou 1 semaine. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un? À peu près à tout le monde. Pourquoi? Parce que le temps de debug, c'est un temps qui est très, très, très difficilement prédictible. On ne sait pas vraiment l'estimer.
Et l'avantage d'avoir réduit cette proportion, c'est qu'au moins on disait ok, ça nous prend un petit peu plus de temps, mais on est un peu plus sûr du temps que ça va nous prendre. On est plus confiant. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et ça, je l'ai vendu au manager. Il m'a dit c'est très bien. Les questions, alors je vous ai dit, il y a des questions qui sont restées en suspens. Par exemple, par où commencer? La première chose, hein, la philosophie, c'est de commencer par le test le plus simple. Vous avez vu tout à l'heure, je veux déposer de l'argent sur un compte, je pars du principe que j'ai 0 et que quand j'ajoute 1, à la fin j'ai 1. C'est le test le plus simple. Et quel est le test suivant? C'est le deuxième test le plus simple. Moi, dans mon esprit, et c'est moi, c'est très personnel, je me suis dit, mon deuxième test, c'est le fait que quand j'ajoute 3 $ après avoir ajouté 1 $, j'ai bien 4 $. Mais on pourrait avoir très bien un autre raisonnement. C'est assez subjectif à ce moment-là. Mais c'est le prochain test le plus simple. Et puis on progresse comme ça, à chaque fois, par un test supplémentaire qui est le prochain qui arrive dans la liste. Alors on avait aussi des méthodes passe-plat, et c'est aussi ce qui justifie peut-être le non 100%, c'est parce que nous, en tout cas l'équipe a décidé de ne pas tester ce qu'on appelle les méthodes passe-plat. C'est-à-dire les méthodes passe-plat, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur ajoutée, qui fait par exemple un repository qui fait appel juste à la session Hibernate, pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire qu'il y avait juste une ligne de code, et grosso modo, quand on écrivait le test, on se rendait compte que le test n'était peut-être pas forcément utile. Donc l'équipe a dit, ces tests-là, on ne veut plus les écrire. Ok, pas de problème. Et puis jusqu'où il faut s'arrêter, ça, justement, je vais en parler à la fin. Et puis il y a d'autres questions qui se posent encore. Hein. Est-ce qu'il faut des mocks ou des stubs ou il y a des problématiques de mock. Ça, pour expliquer ce que c'est, je vous renvoie vers un article de Martin Fowler. Vous pourrez aller voir le lien sur SlideShare, donc pas de souci, qui est hyper intéressant. Bon, c'est de l'anglais, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc du coup, nous, on fait plutôt ce qu'on appelle des stubs plutôt que des mocks. Mais les mocks, on les utilise quand même. Je vous laisse creuser ça. Et puis on avait d'autres remarques. Par exemple, le critère d'acceptance du PO, en fait, il est mal écrit, il est sympa le truc, mais moi, il n'est pas exécutable, il faut que je repasse derrière. Et j'allais dire, ce qu'on a de faire, c'est de faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table pour essayer de converger. D'accord? Il y a le client, enfin le PO en l'occurrence, qui écrit du test, nous, on les rend exécutables, donc il faut qu'il y ait le maximum de convergence dans la façon de les écrire. Et, bon. Donc on mettait tout le monde autour de la table. Alors, je finirai par quelques conseils sur le TDD. Ça peut paraître un peu idiot, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est que pour être testé, une application, elle doit être testable. Et il y a souvent des pratiques qu'on a, quand je fais des audits de code, je le vois souvent, des pratiques, notamment certaines, qui font que le code n'est pas testable. Et tout à l'heure, on en a parlé dans Solid. Pour ceux qui ont vu la session précédente, il y a le Dependency Inversion Principle. C'est l'équivalent de l'injection de dépendance. Hein. Ça, c'est un pratique, moi personnellement, je ne code pas sans. Je ne sais pas faire sans. Voilà, donc il y a plusieurs. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Hein. Moi, je sais que tout ce qui est statique, c'est quand même pas terrible, parce que ça crée également de la dépendance. Bon. Ne passez pas trop de temps sur un test. Ça, on se dit, dès que vous passez plus de 10 minutes à écrire un test, c'est que certainement vous l'avez mal conçu, vous l'avez mal imaginé. Donc à ce moment-là, arrêtez-vous, prenez quelqu'un, faites du pair programming, dites, allez, il faut ce test-là, j'arrive plus à avancer, là j'ai passé 10 minutes, c'est trop, est-ce qu'on n'avancera pas mieux à deux? Donc on y va. C'est quoi passer 10 minutes sur un test? 10 minutes à écrire le test. À le coder ou à le coder. À le coder. Et je sais, pour l'avoir fait, j'ai passé 2 heures à écrire des tests. Un jour, j'avais un développement à faire. Grosso modo, normalement, j'aurais passé une journée. On m'a dit, pour ça, tu as 5 jours. Je dis, bon, ok, c'est bon, je vais faire du TDD. J'ai voulu me prendre la tête, je voulais me taper la tête contre les murs. J'ai passé 2 heures à écrire des tests et à écrire des tests qui étaient inutiles. Mais c'est bien parce que cette session-là, elle m'a vraiment appris. Là, j'ai vraiment progressé après avoir fait ça et après avoir discuté avec d'autres gens. Donc, j'avais passé trop de temps sur un test et maintenant, je sais que dès que je dépasse un certain temps, j'arrête. On teste une chose par méthode. Ne faites pas dans une même méthode plusieurs choses qui sont testées parce que ça s'enchaîne bien. Vous testez un cas, parce que le problème c'est que s'il y a un des cas qui marche et un seul cas qui ne marche pas, il masque le fait que les autres cas peuvent marcher. Donc surtout, faites qu'une chose. Par contre, il y en a qui disent un assert par méthode. Je suis moins extrémiste, entre guillemets, moins puriste. Vous pouvez écrire plusieurs asserts à partir du moment où vous testez une chose. Ne courez pas derrière le 100% de couverture.
si vous ne pouvez pas l'atteindre. La philosophie TDD, on écrit le test avant le code, donc normalement, ça devrait nous faire tendre vers le 100%. Mais il faut faire attention, des fois, il y a des choses qu'on ne teste pas. Typiquement, nous, notre 83%, c'est quoi? C'est qu'il y avait aussi du code qui passait là-dedans, qui était dans les vues. Je vous ai parlé de MVC. Le MVC, c'est contrôleur, vue et modèle. Mais dans les vues, on a du code. Sauf que ce code-là, on n'a pas été capable de le mesurer, de mesurer la couverture par les tests d'acceptance et tests d'interface. Et pourtant, ils étaient couverts. Donc le 83%, en fait, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, nous, c'est quelque chose de positif. Et puis, quand vous avez un bug, ajouter un test, il n'y a pas de problème. Hein. Dès qu'il y a un bug, c'est dire qu'il manque un test. Donc, ajoutez-le. Quelques conseils sur le BDD. Utilisez le plus haut niveau d'abstraction métier. Un exemple, nous on écrivait des tests d'interface, donc par exemple, given, je suis à l'URL localhost machin, ça crée de la dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez revenir sur votre test, vous allez devoir le changer parce que l'URL a changé, c'est dommage. Par exemple, given, je suis sur la page d'accueil, déjà c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a du code entre ce qui est écrit dans le scénario et le vrai code. Et ce given, je suis sur la page d'accueil, derrière, je fais appel à l'URL. Et c'est cette URL que je vais changer le code, mais pas le test. D'accord? Ça va vous éviter du rework sur les tests et passer trop de temps à les modifier. Autre chose aussi, ça c'est une mauvaise habitude qu'avait l'équipe, mais elle a appris, c'est bien, comme moi d'ailleurs, c'est que souvent elle répétait dans deux tests qui testaient deux cas deux cas différents dans la même zone, elle répétait certaines étapes. Par exemple, je vais sur la page d'accueil, je clique sur le formulaire de recherche et puis je saisis tel champ. Et s'il y avait un autre champ à saisir, le test d'après, il disait je vais sur la page d'accueil, je vais sur le formulaire de recherche. Non, ça ne sert à rien de répéter des étapes. Il faut pour ça que le given, donc le contexte qui est donné dans le given, soit le plus tard possible avant la chose qu'on veut réellement tester. C'est-à-dire qu'il faut vraiment concentrer le test sur ce qu'on veut tester et pas répéter de manière inutile. Parce que là encore, ça va vous obliger à faire du rework. D'accord? Il y a la problématique du fait qu'il doit rester unitaire. Comment faire si, par exemple, dans le given, pour que ça marche, pour arriver sur la page de recherche? Voilà. Alors, tout ça, c'était codé. C'est-à-dire, dans le given, je suis sur la page de recherche, il y avait le code qui faisait « je vais sur la page d'accueil, je clique sur le bouton « Rechercher » et j'accède au formulaire de recherche ». Et tout ça, c'était fait à l'intérieur du code. Sauf que c'était encapsulé dans un given qui, du point de vue des tests, n'avait pas à être modifié. Alors que si mon scénario derrière lui doit être modifié, je suis obligé de modifier tous les tests qui font référence à ces étapes-là. Ok, quelques conseils sur le refactoring, j'irai très vite parce que Jean-Laurent en a parlé. Ne reportez pas le refactoring à plus tard. On l'a fait, mais on sait qu'on a une dette et on sait qu'on va devoir la payer à un moment donné. C'est comme ça. Commencez par refactorer les tests. Ça, c'est très important. J'ai mis plein de points d'exclamation parce qu'on l'oublie souvent, on veut refactorer le code. Non. Votre code, premier, c'est les tests. Pourquoi? Parce que si vous ne refactorez pas vos codes de test, vos tests vont être illisibles. Si vos tests sont illisibles, vous allez les abandonner. Si vous les abandonnez, vous n'avez plus de tests. Si vous n'avez plus de tests, votre code d'application va être moins bon. Donc, c'est pour ça que la priorité, c'est sur le code des tests. Et moi, je n'hésite pas à passer du temps sur le code de mes tests, même si ça paraît inutile, parce que ce qui fonctionne en prod, c'est le code de prod, mais ce n'est pas grave, parce que je sais que ce travail-là, c'est ce qui va me permettre de répondre à la qualité reste stable. Il y a une règle aussi qui s'appelle la règle du Boy Scout, qui dit que chaque fois que je passe à un endroit, je le rends un tout petit peu plus propre qu'au moment où je suis arrivé. Ça s'applique aussi à l'informatique. C'est-à-dire que vous êtes passé dans une méthode, vous avez vu quelque chose qui était crade, hop, vous faites une petite action, vous dites ça, allez hop, ça c'est plutôt une variable privée, hop, je la mets, et puis terminé. J'ai fini, je ne vais pas plus loin. Je réexécute les tests, évidemment, pour voir si je n'ai pas tout cassé. Et j'ai fait ma petite bonne action, si vous voulez. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, pour ceux qui étaient à la session précédente, le software craftsmanship, ça va vous permettre de progresser dans vos pratiques, notamment de refactoring, mais aussi de tests, aussi de plein de choses. Alors, récapitulons, on a parlé de pilotage par les tests. Donc, le pilotage par les tests, c'est quoi? C'est un process. Red, green, refactor. On veut de l'interaction, c'est-à-dire on veut vraiment, je l'ai mis plus tard, mais c'est pas grave, on veut du feedback le plus tôt possible, de l'interaction maximum avec le client et la possibilité de discuter avec un même langage, une même façon d'exprimer les choses. On parle de spécification, vous l'avez vu, j'explique, je décris un test, ça me sert de spec. Et puis, dans l'esprit du TD, je vous l'ai dit, on cherche à améliorer, à avoir le design à la fois le plus simple et le plus émergent possible.
On ajoute un peu de formalisme, on l'a vu avec le DSL, là, given when then, ça c'est une forme de formalisme. Enfin, c'est un formalisme qui existe, il y en a d'autres. Et puis, on est très centré, ce qui nous importe. Numéro 1, c'est la qualité. Et je reviens à la définition de tout à l'heure. C'est vraiment, ce qu'on veut, ce n'est pas la qualité de tout de suite, c'est la qualité durable. Et puis, je finirai là-dessus. Avant d'être tout ce qu'on vient de voir là, c'est avant tout un état d'esprit, le pilotage par les tests. C'est-à-dire, il y a un vrai changement de culture. Vous écrivez un test avant d'écrire le code. Ce n'est pas forcément naturel. Ce n'est pas la façon dont on a appris à coder. Et pourtant, ça a des résultats. Et puis, et ça, c'est quelque chose que je pense, enfin, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est trompez-vous. J'ai eu la chance de pouvoir me tromper, mais c'est vraiment, j'étais content. D'ailleurs, quand un jour, dans l'équipe, il y en a un qui a dit il y a un bug ou il y a un test qui n'est pas bon, j'ai dit super, c'est une bonne nouvelle, on va apprendre. Donc, osez vous tromper, mais par contre, persévérez. C'est-à-dire que vous allez vous prendre des murs, vous allez dire non, mais ça, ce truc-là, ça ne marche pas. Si, ça marche. Dites-vous si ça marche. Moi, ça fait 3 ans, je dis si ça marche. Ok, c'est pas grave. Il y a des trucs que je ne sais pas faire, c'est pas grave. Je les apprendrai et je vais progresser. Soyez curieux, il y a plein de façons de tester. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les smoke tests, les tests mutants. Enfin, il y a plein de façons de réaliser un test. Avec les mocks, avec des stubs, sans rien. Vous pouvez essayer de voir un petit peu toutes les pratiques qui existent, soyez curieux. Pour ça, il y a des dojos, des code retreats, bon, pas encore en local, mais on va voir. Et ça va vous permettre d'améliorer vos pratiques, toujours sous le software craftsmanship pour ceux qui l'ont vu. Et puis, je finirai là-dessus. Faites appel à votre bon sens, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Vraiment, il y a des questions, vous ne savez pas y répondre, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous dit votre bon sens aujourd'hui? Il vous dit ça. Plus tard, vous aurez de l'expérience, il vous dira autre chose, mais c'est pas grave, vous aurez appris. Et je vous remercie de votre attention. Une heure une. Ouais. Ah, d'accord. Bon, alors, on a de la chance. Si vous avez des questions, très bien, allez-y. Dans votre matrice d'adéquation de type de test par rapport au type de méthodologie PDB, LDD, PDB, ouais. Je suis étonné sur la ligne de test fonctionnel. Qu'est-ce que vous entendez par test fonctionnel? Alors, test fonctionnel, c'est quoi? Typiquement, le test que j'ai écrit tout à l'heure, c'est ça. Le test que j'ai écrit tout à l'heure, c'est un test fonctionnel. Il n'y a pas d'interface, il n'y a rien, c'est j'exprime un besoin métier. Dans un besoin métier, j'ai quoi? J'ai un compte bancaire. Dans ce compte, quand je mets $1 et qu'il y a 0, ça met $1. Enfin, ça met un solde à $1. Ça, c'est l'équivalent d'un test fonctionnel. Et d'ailleurs, c'est très proche, la façon d'écrire, de faire du TDD, c'est très proche aussi des tests fonctionnels. On rapproche beaucoup ça du DDD. Donc, utilisez le TDD pour faire du DDD, c'est-à-dire une façon de décrire votre domaine. D'accord? Mais c'est un test fonctionnel. Alors, du point de vue du monde du test, ça, c'est un test unitaire. Non, parce que ce que vous imaginez, c'est qu'il y a du code derrière, mais il pourrait très bien y avoir autre chose. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'interface, pour un test fonctionnel, là, Non, alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être prendre un autre exemple. Effectivement, même s'il y a du code derrière, ce qu'on exprime n'a rien à voir avec la technique. C'est-à-dire que là, je n'ai pas décrit de mock. La seule chose que j'ai décrit, c'est quelque chose de purement fonctionnel. Et c'est en ça que ça devient un test fonctionnel. Évidemment, derrière, ça va traduire du code, donc on peut l'apparenter à un test unitaire. Il peut y avoir du recoupement, mais ça dépend de l'expression du test. Et là, l'expression du test, pour moi, étant purement fonctionnelle, c'est un test fonctionnel. En tout cas, c'est la définition que j'en ai. Maintenant, bon, on peut ne pas être d'accord, mais... Ici, c'est juste, oui, le test, ici, on a mélangé les types de tests avec les niveaux de test. Ça n'a aucune incidence derrière. Normalement, dans les tests, on a des niveaux de test. Oui. Les tests unitaires, test d'intégration, test système, test d'acceptation sont des niveaux de test. Et à l'intérieur, on a des types de tests fonctionnels, performance, robustesse, oui, effectivement. Oui, d'accord, je comprends. Et ça, à la limite, et ça, toutes les discussions, il y a plein de conférences que j'ai vues, effectivement, il y a beaucoup de mélange. Enfin, tout le monde n'est peut-être pas encore d'accord avec ce découpage-là. Et à la limite, ça peut être intéressant d'en discuter autour, pourquoi pas, au Scrum Passis. Ah oui. Donc c'est pour ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est fonctionnel ce qu'on a. D'accord.